Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des œuvres de l'univers étendu que j'ai utilisées dans les dernières chroniques. Alors à la base ça devait être un live comme vous voyez l'habillage de la vidéo, mais malheureusement je l'ai fait en live mais le son était trop dégueu donc du coup j'ai décidé de le retourner dans de meilleures conditions. On commence tout de suite avec le Nouvel Ordre Jedi, c'est la plus grosse intrigue de l'univers étendu, puisqu'elle s'étend sur pas moins de 19 bouquins, il y a des e-books, il y a des nouvelles en plus qui ne sont pas affichées ici, il y a des comics également, enfin c'est vraiment énorme, voilà, c'est un monument en fait au sein de l'univers étendu, puisque l'univers étendu c'est à peu près entre 110 et 120 romans, je crois, à peu près. Alors après, il y a des trucs qui sont pas parus en France, enfin c'est un peu compliqué. Et il y en a juste une vingtaine, c'est l'invasion Yuuzhan Vong. Donc pour vous dire à peu près le volume que ça représente, c'est presque un sixième de l'univers étendu, c'est, en termes de romans, j'entends, c'est l'invasion Yuuzhan Vong. Alors bien évidemment, je compte pas les romans jeunesse, parce que là aussi, il y a des très grosses séries de romans jeunesse, mais dans les romans, on va dire un peu plus adultes, c'est vraiment le très très gros morceau. Alors on y voit de nombreux personnages qui vont évoluer par rapport, je pense notamment aux jeunes Jedi, donc Jacen, Jaina, Anakin, et leurs amis hein, bien évidemment, et l'apparition de nouveaux personnages qui deviendront centraux, qui commencent déjà un petit peu à l'être, comme Jack Fell. Alors je parle pas des personnages Yuuzhan Vong, puisque bien évidemment eux, ils vont plus ou moins disparaître à la fin, voilà, hein, mais c'est... dans les personnages qui sont hors Yuuzhan Vong, il y en a quand même un certain nombre qui se révèlent être importants. La menace Yuuzhan Vong est assez inédite, hein, elle nous sort du perpétuel affrontement contre l'Empire, et même on va pouvoir comprendre un petit peu mieux certaines motivations d'impériaux, comme notamment l'amiral Pellaeon, qui se montre quand même assez droit et honorable par rapport à tout ce qu'ont pu être les anciens adversaires de la Nouvelle République, de l'Alliance, la Nouvelle République et maintenant l'Alliance Galactique qui est créée à la fin de la saga. Alors bien évidemment tous les récits ne se valent pas, mais c'est globalement du bon. Hein. On notera que Jacen est un petit peu casse-bonbon pendant une bonne partie de l'histoire. Ça s'améliore avec à certains passages, notamment le roman Le Traître qui fait partie des petits bijoux en fait de cette saga, puisque Matthew Stover nous régale d'une captivité de Jacen, on va dire avec beaucoup de psychologie, et d'émotion, voilà, et une fin dantesque avec la mort de Gamer Erisod. Enfin voilà, c'est Le Traître, c'est un roman excellent. Si vous devez lire l'intégralité de la saga juste pour celui-là, ça vaut le coup, je vous le rassure. Ensuite, la saga Nid Obscur. Alors, c'est une série très courte, puisque du coup, elle ne fait que 3 romans. Elle introduit quelques éléments nouveaux, on va dire, dans l'univers étendu, ou plutôt les remet au goût du jour, comme les Kilix, mais ils n'auront que peu d'importance par la suite, même si on les verra encore. Je trouve que très rapidement, on a tendance à les oublier. Après, c'est logique, c'était une période de transition, donc pourquoi pas. Petit truc assez intriguant, la série aborde également la sexualité dans Star Wars plus que d'autres romans ont pu le faire avant. Alors on avait déjà eu des comics avec des personnages un petit peu plus, on va dire, expressifs sur ce plan-là, mais là je trouve que c'est vraiment très prononcé. On a par exemple Alemarar qui s'habille volontairement trop petit pour que ses formes ressortent plus, et en dehors de tenter de faire passer le personnage pour une allumeuse, ça apporte pas grand chose, d'autant plus que c'est Leia qui remarque ce détail et que y a aucune autre personne dans les parages qu'Alema pourrait vouloir tenter de séduire. Donc c'est gratuit et je trouve ça un peu con. Il y a également la relation ambiguë entre Zek et Jaina, où Zek avoue à demi-mot être qu'il joue les voyeurs, pas vraiment consciemment, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Et enfin, on a Jacen qui obtient le soutien de la flotte Appienne après avoir couché avec Tenelka. C'est un peu étonnant, on dirait que les personnages font une sorte de crise d'adolescence, alors qu'en réalité, ils ont tous aux alentours de 27 ans. Ce qui est assez perturbant. Voilà, donc je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur ce sujet-là, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était mal géré, parce qu'on avait l'impression que c'était un moyen, mais pas une fin en soi. En gros, à chaque fois, ça va être juste comment caractériser un personnage, mais pas juste dire ils sont ensemble, quoi. Voilà, non, là il fallait qu'il y ait toujours
un truc en plus derrière, comme une sorte de soit une récompense, soit une manière de décrédibiliser un personnage. Je trouve ça un peu con. Globalement, au niveau de la série, vous pouvez la lire. De toute façon, c'est que 3 bouquins, c'est assez intéressant. Il y a quelques petits trucs qui sont un petit peu bancals, mais ça passe. Et on a notamment Jacen qui fait son apparition avec la marche du temps, là, ou le glissement temporel. J'en reparlerai un petit peu plus après, mais ça commence à puer un peu du cul pour lui. On continue avec l'héritage de la Force. Je trouve la série assez intéressante parce qu'elle donne un nouvel aspect au conflit, à savoir que les héros se retrouvent face à face dans les deux camps, voire même exclus des deux camps, à l'image de Han et Leia, où Han est considéré comme trop proche de l'Alliance Galactique à cause de Leia, et Leia trop proche des Corelliens à cause de Han, et du coup ni l'Alliance Galactique ni les Corelliens ne veulent vraiment d'eux. On a aussi Wedge Antilles qui se retrouve face à sa propre fille, puisque lui, à la base, du côté des Corelliens, et sa fille qui a même changé de nom pour se faire son propre nom dans la flotte de l'Alliance Galactique, se retrouve opposé à son père. Voilà. C'est quelque chose que j'ai assez apprécié parce qu'on avait vraiment cette ambiguïté du conflit, notamment des Corelliens qui sont immigrés, enfin qui vivent sur Coruscant, où on voit un petit peu comment la population commence à les percevoir, comment eux se perçoivent en fait en tant que persécutés par la population et comment ils en viennent à faire à rentrer dans une sorte de cercle vicieux. Donc je trouvais que l'idée était vraiment très intéressante. Je trouve également que les liens entre les personnages sont plutôt un point fort de la série, comme Ben Skywalker qui est tiraillé entre son attachement envers son père et son admiration de Jacen. Autre point assez intéressant, je trouvais, c'était le meurtre de Mara par Jacen, qui offre une sorte de triple emploi assez remarquable. Alors premièrement, ça achève le parcours de Jacen pour devenir un Sith, puisque Jacen sacrifie à travers Mara le respect et l'admiration que Ben avait pour lui. C'est le principe de base du sacrifice d'un Sith. Il n'est pas obligé de sacrifier quelqu'un auquel il tient, il doit sacrifier un attachement. Et là, c'est pas le Mara qui était la personne auquel il tenait en fait, qui est en elle-même le sacrifice, mais c'est en tuant Mara, il a sacrifié l'admiration et le respect que Ben avait pour lui. Et ce respect est suffisamment fort parce qu'il voulait quand même en faire son apprenti à la base pour que ça l'achève en fait de faire de lui un Sith. Et c'était en gros un peu la dernière chose qu'il ne voulait pas perdre. Dans un deuxième temps, il justifie que ce soit pas Luke qui affronte Jacen à la fin, d'autant plus que dans la série, Luke démontre à Jacen à plusieurs reprises qu'il est largement plus puissant que lui. Donc je trouvais que c'était plutôt un bon point d'écarter Luke de l'équation et de forcer un petit peu un autre personnage à aller affronter Jacen. Et dans un troisième temps, ça entérine complètement la fin de Jacen, car en tuant Mara Jade, qui est un personnage particulièrement apprécié des fans, il n'est plus sauvable aux yeux du lecteur. C'est-à-dire qu'il a commis, on va dire, le péché ultime. Il a tué Mara Jade, la femme de Luke Skywalker, le héros de toute une génération, et donc du coup, il est foutu. Voilà, c'était... je trouvais que cette idée-là, d'avoir trois éléments, aussi bien des éléments méta, donc par rapport du point de vue du lecteur, mais également les points de vue, on va dire, intra-diégétique, enfin dans la diégèse des bouquins, assez intéressant. Cela dit, le gros point noir pour moi, c'est Jacen et globalement tout ce qui se rapporte à lui. Son évolution au début de la série est intéressante, mais ça perd rapidement le nord quand Jacen décide qu'il est prêt à sacrifier sa fille pour devenir un Sith, alors qu'en réalité il veut devenir un Sith pour protéger sa fille. Donc à partir de là, je trouve que ça commence à devenir un peu pourri pour lui, parce que globalement il prend un peu que des décisions à l'arrache, on sait pas trop ce qu'il attend. Voilà, il cherche tellement à ne pas devenir Dark Vador qu'il en est au point où les auteurs ont décidé de lui coller son propre moment « Je suis ton père » où il va révéler à Alana du coup qu'il est son père. Et en fait, pareil, ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce que c'est soi-disant pour la calmer, mais je vois pas en quoi que t'es séquestré par un pseudo inconnu et cet inconnu d'un coup te dit « Ah, c'est pas grave parce que je suis ton père ». Je fais « Non, t'es quand même en train de me séquestrer ». Je vois pas pourquoi tu serais plus calme. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Donc je trouvais que c'était un peu abusé, cette histoire de dire non, tu n'es pas comme Dark Vador, mais regarde, nous, en tant qu'auteur, on te colle un truc en plus qui est vraiment un des trucs qu'on connaît le plus sur Dark Vador, c'est que
il est le père de Luke Skywalker. Et donc voilà, le je suis ton père était un petit peu de trop, je trouve. Il y avait d'autres manières de l'annoncer ou de le révéler. Ensuite, je trouve que malgré les indices plus qu'évidents concernant le basculement de Jacen vers le côté obscur, eh ben les Jedi, ils font pas grand-chose. Ils font comme si c'était en gros des PNJ qui attendent qu'une quête soit terminée avant de passer à l'étape suivante et pouvoir enfin agir. Je trouve ça un peu bizarre parce que Luke et Mara n'arrêtent pas de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer vis-à-vis de Jacen. Il y a des trucs qui sont évidents et il y a des choses qui sont excusées de manière complètement random, genre Mara qui lui trouve des excuses en lui disant non mais c'est parce qu'il est amoureux, machin. Je fais ouais mais quand t'es amoureux généralement tu crames pas la moitié de la galaxie, donc à un moment donné peut-être agir même si c'est contre le gouvernement en place, hein, peut-être agir pour le bien commun, on va dire. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Et enfin, son pouvoir de glissement temporel ou marche du temps, là, qui casse complètement le truc, parce qu'il s'en sert à tort et à travers, assumant que non, il peut pas modifier le passé, mais que en fait oui, mais en fait non. Enfin, c'est un peu selon la lubie de l'auteur du moment qui dit que oui, il peut modifier, non, il peut pas modifier. Je trouve ça un peu nul. C'en est à tel point que dans un des chapitres du bouquin, en l'espace de 20 lignes, le pouvoir se contredit lui-même. Ça commence par Jacen qui emmène Tairi dans le passé en lui faisant croire qu'il faut faire attention pour pas modifier le passé. Donc au début il lui dit attention, il se le dit à lui-même, je lui fais croire que en gros on peut modifier le passé alors qu'en réalité je peux pas. Et 10 lignes plus loin c'est ah ouais, faut quand même qu'on fasse attention parce que si on fait ça, Tekli, elle va pouvoir se souvenir qu'elle nous a vus dans le passé. Oui, donc tu peux modifier le passé. Enfin voilà. C'est un peu débile comme pouvoir et ça avait pas besoin d'être là parce que globalement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est ni utilisé à bon escient, c'est-à-dire que ni on va dire en montrant qu'effectivement il peut modifier le passé et donc potentiellement influer le futur en se prévenant lui-même des dangers puisque c'est ce qu'il peut faire, hein, peut revivre des passages, donc il pourrait tout à fait impacter le passé pour se souvenir de certains trucs. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Bref, ce truc ne marche pas et je trouve que ça rend le personnage ça rend une bonne partie de l'intrigue complètement foireuse. En bref, c'est une série assez moyenne pour moi, il y a de bons côtés, mais beaucoup de défauts en termes d'écriture. On passe au destin des Jedi. Alors hop, je vais revenir avec mon écran un petit peu plus en haut, voilà. Alors le destin des Jedi, la série je trouve elle s'en sort beaucoup mieux, il y a une bonne partie de l'intrigue qui ramène Luke sur les pas de Jacen pour comprendre comment Jacen a basculé du côté obscur, et on voit notamment que Ben a beaucoup mûri depuis la guerre, qu'il en a appris beaucoup sur son cousin, et lui-même veut volontairement s'exiler avec son père pour savoir ce que Jacen lui a fait en fait, à quel point Jacen a essayé de le pervertir. Alors les Jedi également aux prises avec le gouvernement actuel, c'est une bonne idée également, puisque de la même manière qu'on avait la guerre civile dans la série d'avant, on avait deux camps qui s'opposaient, mais des héros qui étaient chacun dans un camp, ils s'opposaient les uns aux autres, parce que c'était simplement leur affiliation de Corélliens ou plutôt côté Alliance Galactique. Donc ça je trouvais que c'était une bonne idée. Et derrière maintenant les Jedi qui eux aussi se retrouvent un petit peu pris en étau entre l'opinion publique et le gouvernement qui essaye un petit peu de les museler. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça montre enfin que dans un sens la population a conscience en fait du pouvoir que peuvent avoir les Jedi et a fortiori les Sith. Et donc du coup qu'ils veuillent exercer volontairement un meilleur contrôle sur les Jedi et accessoirement les Sith, je trouve ça intéressant. Bon, même si Daala pète un petit peu un câble, mais à la rigueur, c'est du détail. Abelos en tant que méchante ultime, une incarnation du côté obscur, c'est intéressant, et je trouve que les auteurs ont eu le bon goût de ne pas lui filer une sorte d'invulnérabilité craquée. Elle est particulièrement résistante parce qu'elle peut se dupliquer, mais pas vraiment à l'infini, elle est obligée de posséder un corps pour le faire, et on a l'impression qu'elle peut pas non plus le faire à l'infini. C'est-à-dire qu'elle a 3-4 max avatars en même temps, ce qui veut dire que globalement chaque fois qu'un des avatars est tué, elle est affaiblie, donc c'est comme si elle devait diviser un petit peu sa puissance pour
pour être dans plusieurs corps, donc je trouve intéressant que ça soit pas un personnage qui puisse faire un multiclonage à la Naruto et qui soit complètement pété. Donc voilà, j'ai bien aimé le personnage d'Abelos. Ses motivations qui sont pas très claires au début, et en fait qui lui disent simplement elle cherche de la reconnaissance, de la renommée, elle veut retrouver sa place au sein d'une famille, enfin elle veut retrouver une place. Je trouvais que c'était quelque chose qui était aussi intéressant, puisque pour une fois elle ne cherche pas simplement la domination pour la domination. Elle a un côté plus un intérêt personnel dans sa recherche de pouvoir. Donc la relation de Ben et Vestara se termine en eau de boudin, donc elle est censée repartir vers les sites à la fin de Apocalypse, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle réapparaît, ou du moins on ne le sait pas vraiment, mais en tout cas dans le roman suivant qui s'appelle L'Ultime Épreuve, elle réapparaît en tant que chasseuse de primes, ce qui laisse entendre qu'elle n'a pas rejoint les sites et qu'elle pourrait donc du coup un jour faire amende honorable et redevenir une Jedi et reprendre sa place aux côtés de Ben. Je pense que c'était une voie qui devait être abordée dans les romans qui auraient dû suivre sur l'univers étendu Legend, mais malheureusement entre temps il y a eu le rachat de Disney, donc ça s'est un petit peu terminé en eau de boudin. Voilà. Bon, sachant que elle n'avait tué qu'une Jedi, potentiellement vaporisé le cockpit du Faucon Millenium, mais ça à la rigueur, et potentiellement trahi les Jedi en les dénonçant plusieurs fois, mais ça encore c'est des broutilles en comparaison de Kyp Durron qui a quand même cramé un système stellaire et des millions voire milliards d'habitants et qui est toujours un Jedi et qui n'a pas vraiment eu de sanction à ce propos. Le lien alors, je termine avec le lien entre The Clone Wars et la famille qui est un petit peu capillotracté. C'était comme une sorte de tentative désespérée de rattacher la série animée The Clone Wars à l'univers Legend, mais du coup ça pose la question d'Ahsoka, puisque si Yoda a raconté la mission d'Anakin et Obi-Wan sur Mortis, il aurait dû faire mention d'Ahsoka, ce qui aurait été l'occasion d'évoquer le personnage, mais malheureusement, non. Voilà, ça aurait pu être intéressant, ne serait-ce que de l'évoquer, ou je sais pas, Luke qui retrouve un hologramme d'une sorte de rapport de mission, et dans l'hologramme il aperçoit Obi-Wan, Anakin, et Ahsoka sans savoir qui c'est, et il dit mais tiens c'est bizarre cette personne là, pourquoi elle se tient aux côtés de entre Obi-Wan et Anakin, ça aurait pu laisser planer le doute, est-ce qu'elle était la padawan d'Obi-Wan à ce moment-là, puisqu'elle était encore padawan, ou la padawan d'Anakin. Juste la petite allusion de Luke qui se pose la question sur qui est cette personne sans avoir le nom ou quoi que ce soit, ça aurait pu être intéressant, mais finalement ça n'a pas été fait. Au final, j'ai préféré le destin des Jedi car j'ai moins eu l'impression que les personnages attendaient de voir ce qui allait se passer pour réagir. Les personnages étaient plutôt très actifs, que ce soit les Jedi contre Daala, qui essayaient à tout prix de se protéger les uns les autres par rapport à la folie des jeunes Jedi. Luke et Ben qui montent un petit peu, enfin qui retracent le parcours de Jacen pour savoir pourquoi il a viré du côté obscur. Ça aussi je trouvais que c'était quelque chose qui était plutôt intéressant. Et enfin on en arrive, alors pas et enfin parce qu'il reste encore un truc après, mais on en arrive à un très gros morceau, Legacy. Alors c'est John Ostrander à l'écriture et Jeanne Duursema au dessin, et il nous avait déjà régalé avec certains ouvrages des BD Clone Wars, avec notamment Quinlan Vos et la Genèse des Jedi. Alors on y retrouve beaucoup de bonnes idées, des références à toute la saga Star Wars. Alors j'en ai quelques-uns à titre d'exemple, parce que c'est plein de petits clins d'œil à droite à gauche, mais on a par exemple Antares Draco qui avoue ses sentiments à Marrazia, et Marrazia qui répond par « je sais », et c'est un excellent clin d'œil à son ancêtre Han Solo, l'ancêtre de Marrazia du coup, mais il inverse les rôles, puisque du coup ce n'est pas simplement, c'est plus l'homme qui est certain des sentiments de la femme, mais l'inverse. Donc du coup ça je trouve ça intéressant, sympa, comme petit clin d'œil. La technologie Yuuzhan Vong qui est présente dans la galaxie, chose qui avait été un petit peu mise sous silence dans l'héritage de la Force et le destin des Jedi. On avait des traces du passage des Yuuzhan Vong, notamment dans les bas-fonds de Coruscant, où il y avait encore des créatures Yuuzhan Vong, mais là je trouve qu'il y a toute la partie armement qui est utilisée, qui est plutôt cool. Les Yuuzhan Vong en eux-mêmes en fait qui ont survécu, qui ont travaillé avec les Jedi, je trouvais que c'était une bonne idée également. On a un petit clin d'œil au bâton de la mort, alors
ils prennent une place importante dans Legacy, mais à la base, enfin, c'est juste un petit clin d'œil, quoi. Je trouve ça intéressant. Voilà, il y a des dizaines de petites choses comme ça dans Legacy qui, à mon avis, font de Legacy l'une des meilleures adaptations de Star Wars en comics, parce que il y a tellement d'éléments dans tous les sens qui sont super bien faits. Enfin, voilà, c'est vraiment une de mes séries de comics préférées. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'insiste pas sur le fait, ou qu'on évoque même pas le fait que les Skywalker ont un lien de parenté avec les Fel. Alors, c'est probablement dû au fait que la série L'Héritage de la Force et Legacy ont été écrites en même temps et que Ostrander n'avait pas forcément le dénouement de la relation Jaina-Jag qui se termine dans Le Destin des Jedi. Ce lien est rétabli avec Legacy saison 2 dont on parlera après. Je trouve ça d'autant plus dommage que Cade a vu en fait il reconnaît Mara Jade parce qu'il l'a vu sur des hologrammes des holo-vidéos de famille, donc il a quand même connaissance de ses ancêtres à 3-4 générations au-dessus de lui, et ça remonte pas aussi loin que ça le lien entre les Fel et les Solo. Entre les Fel et les Skywalker, puisque du coup c'est juste directement Jaina, donc 4 générations au-dessus de lui, d'autant plus que ce sont des personnages qui sont connus, c'est-à-dire que ça doit être connu que les Fel sont des descendants des Skywalker en fait, hein, tout simplement. Ils devraient le savoir, c'est-à-dire que ça devrait être de notoriété publique que la famille Fel descend des Skywalker. Voilà, et ça, je trouve c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mentionné, d'autant plus que c'est mentionné plus tard. Donc globalement, Legacy, foncez, c'est vraiment tous les bouquins sont géniaux. Au milieu, vous avez le petit passage avec Vector, qui, alors si vous n'avez pas lu Vector 1 et 2, vous allez peut-être rater des trucs, mais en vrai, c'est pas si grave que ça. Globalement, vous avez une idée de qui est le personnage de Céleste Morne, et c'est la seule chose qui importe, puisqu'il n'y a que elle en fait qui apporte des choses en fait de l'extérieur par rapport à la saga Legacy. Donc franchement, on y revoit plein de trucs, les Léviathans avec la jeunesse des Jedi, enfin tout, il y a tellement de choses dans cette série. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures séries, je me répète, hein, mais c'est vraiment une des meilleures séries de comics qui existent. On termine avec Legacy saison 2 et j'ai pas grand chose à dire sur cette série, elle a été rapidement arrêtée et un petit peu bâclée car le rachat de Disney est passé par là et une bonne partie des intrigues qui sont développées ne sert à rien. Le tome 3 par exemple, typiquement, il ne sert à rien, vous pouvez ne pas le lire. La seule chose c'est que en gros à la fin du tome 3 Zhao est emprisonné, mais à la fin du tome 2 en gros, Zhao s'en va. En fait, il est l'Empire, enfin pas l'Empire. Si l'Empire le laisse repartir pour mieux le recapturer après. Donc au final, ils auraient fait la capture à la fin du tome 2. On pouvait squeezer le tome 3 et c'était plié. Voilà, c'est pas intéressant. Surtout que ça rattache pas à l'histoire principale. Donc on s'en fout, mais alors on s'en fout complètement. Et je trouve que le personnage d'Anya Solo est inintéressant au possible. C'est juste une casse-couille. À titre d'exemple, quand elle et Snoke trouvent le sabre laser de Yalta, ils tentent de le revendre, le marchand refuse, ils se font courser par les autorités et Anya tue gratuitement un policier. Ça reste un policier, même s'il les course, tu t'arrêtes. Je veux dire, pourquoi tu le butes? Je veux dire, à moins que lui t'ait ciblé, que tu sois en danger de mort, c'est quand même elle qui a pris la fuite à la base. Donc s'il la poursuit, c'est à cause d'elle, hein. Si elle s'était arrêtée et qu'elle avait juste répondu à l'interrogatoire, il y a très forte chance qu'il se passe pas grand chose. Du coup, elle tue gratuitement un policier. AG-37 leur conseille de jeter le sabre laser, hein, parce que ça n'apporte rien de bon. Anya refuse. Elle refuse même de le rendre au Sith, alors que c'est très con, parce qu'un sabre laser, soit ça appartient à un Jedi et il le reprend parce que ça lui appartient, soit il appartient à un Sith et il le reprend sur ton cadavre parce que ça lui appartient, soit ça appartient à un collectionneur qui a sans doute les moyens de payer des chasseurs de primes pour le récupérer, qui vont peut-être le récupérer sur ton cadavre. Donc, conserver un sabre laser, à moins de vouloir le restituer à son propriétaire, c'est une idée à la con, déjà de base. Donc bâtir une intrigue sur le fait qu'elle veut absolument conserver un sabre laser parce que la loi est de son côté,
t'es dans un système suffisamment reculé de la galaxie pour qu'ils aient besoin d'installer un relais de communication dédié, parce que sinon les messages y passent pas. Et donc du coup, tu te dis c'est une bonne idée de tenter d'enfreindre la loi ou de dire j'ai la loi de mon côté. Enfin voilà. Je trouve que le personnage de Han Solo a été très très mal défini et la série est pas ouf. Bon, après moi personnellement je n'aime pas le style de dessin, mais c'est encore un avis personnel. Mais voilà, il y a des raccourcis qui sont pris pour pas grand chose. Enfin voilà. Malheureusement, c'est ce qui achève l'univers étendu Legend, dans les deux sens du terme, hein, puisque du coup c'était vraiment les dernières œuvres qui sont parues. Voilà, donc vous avez mon avis sur les différentes œuvres. Il y a quelques trucs que j'ai pas abordés, hein, les comics Invasion qui reparlent des Yuuzhan Vong, j'en ai pas vraiment parlé, parce que je trouve que c'est très anecdotique, ils ont été écrits après la saga, donc en fait ils pouvaient pas avoir un impact significatif en tant que œuvre seule. Voilà, il y a des petits e-books aussi qui ont été rajoutés après. En gros, c'est des choses qui sont annexes et qui n'ont pas besoin d'être lues pour comprendre l'histoire. De la même manière que je n'ai pas abordé le dernier tome des X-Wing qui s'appelle Mercy Kill et le dernier tome avec notre trio Luke, Han et Leia qui est donc l'ultime épreuve où on voit justement Vestara une nouvelle fois, parce que je trouvais pas que c'était des histoires particulièrement intéressantes et qu'elles apportaient pas grand chose dans le développement de l'univers étendu, et je préférais finir avec une grosse saga comme le destin des Jedi qui, à mon sens, redore un petit peu le blason de l'univers Legend, notamment sur la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous donnerai rendez-vous assez vite pour une vidéo un petit peu de débrief sur les chroniques et sur l'avenir de la chaîne, parce que du coup les chroniques sont terminées, donc je vais quand même présenter un petit peu ce que je vais faire à l'avenir et vous présenter ce qui va changer. Je vous donne rendez-vous bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!